Bonjour et bienvenue à votre cette semaine dans Dautré, édition du 14 juin 2026. Comme vous pouvez le constater, la saison des fraises bat son plein. On espère que vous pouvez en profiter. Différents sujets encore cette semaine, un vraiment d'actualité qui a fait l'actualité nationale. On parle de l'UPA et de l'interdiction, la confrontation avec Alto, qui est la compagnie qui veut faire un train à grande vitesse sur les terres agricoles. Donc, vraiment une conférence nationale qui a eu lieu à Berthierville et nous avons assisté à cette conférence et nous vous présentons quelques extraits de cet événement. Par la suite, vous avez des sujets, on parle des conseils de la MRC d'Autré, donc différents sujets qui ont retenu l'attention. La municipalité de Lanoraie aussi a tenu son conseil municipal et nous avons relevé quelques sujets, ainsi que la municipalité de l'île du Pas. On vous rappelle que notre bulletin de nouvelles est disponible à tous les jours à compter de 18h. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. On a demandé dernièrement au gouvernement canadien de refaire ses devoirs. Refaire ses devoirs sur un projet qui amène beaucoup d'anxiété, qui amène beaucoup aussi de questionnement. De questionnement pour nous, les producteurs, productrices agricoles qui vivons de l'agriculture, et en même temps qu'on est les gardiens de patrimoine à protéger, qui sont nos terres agricoles, qui sont aussi nos érablières et notre forêt aussi. Vous savez, en tant que producteur, productrice, vous êtes nombreux ici aujourd'hui, puis je ne vous en prendrai rien, que l'agriculture, c'est un mode de vie. L'agriculture aussi, c'est une passation d'un patrimoine de génération en génération, comme on le voit ici au niveau de la ferme d'Ézy. Alors, c'est pas pour rien que nous, on pose énormément de questions, puis on voit très rapidement les impacts que ça peut avoir avec un projet comme ça. Un projet soi-disant révolutionnaire, un projet qui devrait amener beaucoup économiquement, mais quand on commence à poser des questions, on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, on va avoir des professeurs qui vont nous amener un peu ce questionnement-là et de ramener aussi le fondement que nous, les producteurs, productrices, qu'on a au quotidien sur nos entreprises, ces questionnements-là, qui sont valables. Alors aujourd'hui, on est là pour lancer un signal bien clair face à notre gouvernement fédéral, de dire de refaire ses devoirs par rapport à tous ces impacts-là qu'un projet comme ça risque d'arriver. Et avec les professeurs, on va ramener aussi, il y a peut-être d'autres alternatives qu'ils peuvent avoir. Sur ce, merci. Merci d'être avec nous en si grand nombre aujourd'hui. Alors, donc les coûts sont sous-estimés. Ça va coûter plus cher que ça, on est sûr. Les bénéfices de 48 milliards est basé sur des prévisions d'achalandage, puis on ne sait pas comment ils ont été faits. Ils sont faits sur des chiffres de croissance démographique. Eux, ils prévoient qu'il va y avoir une grande croissance démographique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand je lis des journaux, j'apprends qu'il y a plus de décès que de naissances et que l'immigration, il n'y a pas un parti qui propose d'ouvrir les portes grandes ouvertes là, pour l'immigration. Donc, au mieux, au Québec, on va peut-être avoir une petite croissance, mais il n'y aura pas une formidable croissance. Alors, s'il n'y a pas de croissance, on va aller chercher où l'achalandage? En fait, chez Alto, il prévoit 25 millions de passagers en 2050 et il amène ça à 43 millions en 2084. Donc, faire des prévisions sur 50 ans, c'est un exercice assez périlleux. Plus sérieusement, il y a les collègues de l'Université McGill récemment qui ont fait une étude de marché et eux leur estimé optimiste, puis ils me l'ont envoyé, ils sont peut-être optimistes, ils arrivent à 9,7 millions de passagers en 2050. 9,7, pas 25. Si 48 millions de bénéfices, milliards de bénéfices, ça correspond à 25 millions de passagers, bien 10 millions de passagers, ça fait pas mal moins de bénéfices. Donc, on va avoir moins de bénéfices, moins d'usagers et plus de coûts. Fait que déjà là, c'est pas rentable, puis aucune indication comme quoi ça va s'améliorer. Le service existant n'est pas satisfaisant. Il y a des retards dus au fait qu'on doit cohabiter avec des trains de marchandises. Il y a d'autres problèmes. Alors, les solutions, il y en a d'autres que le TGV. Il y a le TGF, mais
depuis quelques mois qu'on travaille là-dessus. En Ontario, ils travaillent sur un High Performance Rail. C'est un train qui longerait la 401. Il y a d'autres voies alternatives aussi. On pourrait prendre un train conventionnel sur des corridors existants, puis, comme on dit, ça va faire le travail. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas regardé suffisamment ces alternatives-là. Encore une fois, quand on pose la question aux gens d'Alto, ils nous disent « Oui, on les a regardés, ça va coûter quasiment aussi cher. » Ben voyons, comment vous arrivez à ça? Ben, c'est parce que le train, il va aller à 200 km/h. Oui. Mais là, il y a des passages à niveau. Je dis oui, il va ralentir au passage à niveau. On a le droit jusqu'à 177 km/h un passage à niveau. Disons qu'il ralentit à 140. Quand même plus vite que moi, je peux conduire sur l'autoroute, ça, 140. Fait que d'autres ont dit non, on ne veut pas des passages à niveau, on veut tout enlever des passages à niveau. OK, là, ça va coûter cher. Puis ensuite, on va électrifier le train. Ça, on va mettre des fils électriques au-dessus des voies. Là, ça passe plus que vos tracteurs puis les camions, etc. Là, écoute, vous êtes en train de me décrire un TGV qui roulerait à 200 km/h. Ah, c'est sûr que tu présentes ça aux politiciens, bien, on va prendre celui à 300, tant qu'à faire. Alors, c'est ça, c'est que la comparaison n'est pas correcte. Il y a des solutions moins coûteuses, plus faciles à mettre en place, qui vont déranger moins de monde. Puis, on veut juste qu'elles soient étudiées, qu'on nous présente un rapport, une analyse comparative, transparente. C'est ce qu'on demande. Les dépassements de coûts, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a des études dans le monde. Des projets de trains, de tunnels, ça entraîne des dépassements de coûts de 40-50 %. Les délais de TGV, empêchez-vous pas de dormir parce que vous avez hâte de le prendre, là. Je sais que ce ne sera pas votre cas, mais ce ne sera pas avant 15 ans. Un TGV, ça devrait connecter les grands centres, Montréal, Toronto, le plus directement possible. Au moment où on se parle, ils ne savent pas comment ils vont rentrer au centre-ville de Montréal. L'hypothèse, c'est de creuser un autre tunnel sous le Mont-Royal et la rivière des Prairies, parce qu'il va y avoir une gare à Laval. Alors, facile d'imaginer que ça peut coûter un autre 10 milliards qui n'a pas été encore budgété. À Toronto, c'est pareil, il faut que tu rentres en tunnel, il n'y a pas de miracle, là. C'est bâti autour. Donc, c'est compliqué. Puis, je dirais même, c'est compliqué pour rien, parce qu'il y a des alternatives qui sont moins compliquées, qui seraient plus faciles à mettre en place. À part de ça, bien, le climat. Il n'existe pas de TGV sur la Terre avec un climat comme le nôtre. Vous allez dire, oui, il y en a en Suède. Oui, ils appellent ça un TGV, mais il roule à 200. Le nouveau TGV en Suède, il va être à 250. Il n'y en a pas à 300. Il y a une raison pour ça. C'est que les conditions climatiques rendent ça difficile. Bon, on n'a qu'à penser au REM, l'hiver, le sagel, etc., les fils, et ainsi de suite. Bon. Alors, ça va être la même problématique. Il y en a un TGV en Chine, dans le nord de la Chine, il y a des montagnes, il fait froid. Alors, oui, il roule à 300, sauf l'hiver. L'hiver, il ralentit, parce qu'ils ne peuvent pas le faire rouler à 300. Alors, imaginez, on a un TGV, puis l'hiver, il ne peut pas rouler à 300. On ne sera pas tellement plus avancé. Ça va être un TGV à la canadienne, là, mais bon, c'est pas ça qu'on veut. Dernier point, un TGV, il faut que ça soit aménagé sur des voies droites. Il faut qu'il y ait le moins de courbes possible, ça va vite. Et à ce moment-là, bien, ça entraîne des expropriations, puis je n'ai pas besoin de vous l'annoncer. Et les gens qui sont concernés le plus, c'est des gens comme vous, qui ont des terres agricoles, des terres à bois, etc. Ou des gens même qui ont des domiciles en campagne parce qu'ils veulent profiter de la qualité de vie, etc. Alors, c'est clair qu'il va y avoir des expropriations. Et c'est jamais facile. Et je pense que ça va coûter beaucoup plus cher que ce que le gouvernement anticipe, si jamais on se rend là. Et je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir, parce qu'il va y avoir des pressions politiques énormes pour les empêcher de le faire. En conclusion, je ne crois pas qu'il va y avoir de TGV. Et ma crainte, c'est que là, on va dépenser 4 milliards d'études. Dans 4 ans, on va regarder le résultat. Puis on va voir que ça va coûter 140, 150 milliards, que l'achalandage ne sera pas là. C'est qu'on va avoir tout fait ça, et qu'à un moment donné, on va se rendre compte que, de façon réaliste, comme par le passé, on va être forcé d'abandonner le projet. Et j'espère au moins qu'on aura un plan B à ce moment-là, parce que si on ne travaille pas sur le plan B, bien, ça va faire comme par le passé, on va continuer avec le système existant qui n'est pas satisfaisant. Fait que, je
Je suis avec vous dans la recommandation que le gouvernement arrête, prenne une pause, regarde les alternatives et prenne le temps de faire les choses correctement. On ne va pas se lancer dans un projet de 100 milliards sur un coup de tête parce que c'est spectaculaire, parce que les gens vont aimer ça. Je veux d'abord expliquer notre présence ici un peu plus. On est 3 universitaires qui se posent des questions depuis un an, en fait depuis l'annonce du projet, et qui donnons des conférences, écrivons des articles sur le sujet. Et lors de ces activités-là, on est venu en contact avec l'UPA, puis on a dialogué, puis on s'est aperçu qu'on voyait beaucoup les mêmes choses, on voyait beaucoup les mêmes problèmes. On a notre angle particulier, par contre, qui est complémentaire à ce que fait l'UPA, et puis qui peut donc compléter cette remise en question du projet. Le problème actuel, puis je vais donner peut-être même l'essentiel de ce que j'ai à dire, le problème actuel du train entre Québec puis Toronto, c'est pas un problème de manque de grande vitesse, c'est un problème surtout de ponctualité. Et ce problème de ponctualité peut se régler de façon moins coûteuse, puis de façon plus simple avec les moyens dont on dispose, puis même la plupart des couloirs ferroviaires dont on dispose actuellement. Donc ça, c'est un peu la base de notre point de vue. Il existe des alternatives aux trains à grande vitesse qui régleraient le problème et qui régleraient surtout le problème du manque de ponctualité des trains actuels puis qui existent depuis des années, sinon des décennies. Pour des solutions, donc, qui existent et puis qui coûteraient beaucoup moins cher, dont le train à grande fréquence, qui serait plus vite que le train actuel, qui n'aurait pas de retard dû au train de marchandises et puis qui serait sécuritaire aussi. Donc, il y a des alternatives. Celle-là, c'en est une. Je vais essayer de développer 3 points rapidement qui sont, parce que mon collègue va me suivre tout à l'heure, 3 points qui sont essentiels à l'argumentation de chez Alto. L'argumentation première, c'est l'importance de la vitesse. L'importance de la vitesse, de l'extrême vitesse, n'a pas été démontrée. Et l'extrême vitesse, ça coûte très cher à payer, à subventionner. Donc, cet argument-là, pour nous, il n'est pas vraiment important, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur un train, on peut travailler, on peut communiquer, on peut téléphoner, on peut travailler sur notre ordinateur, donc on ne se trouve pas exactement dans la même situation qu'il y a 40 ou 50 ans, alors qu'on perdait du temps en voyageant. Aujourd'hui, on peut travailler, on peut gagner du temps d'une certaine façon. L'autre élément, c'est que la présence physique aujourd'hui, comparée à il y a 50 ans, comparée aux belles années de la construction du TGV en Europe, la présence physique à un endroit, avec tous les moyens de communication qu'on a, Zoom, Teams, etc., téléphone, est moins cruciale que celle l'était. Donc, alors que c'est présenté comme un projet futuriste, Alto, dans le fond, son projet est un petit peu accroché à un certain passé où on avait l'image, mettons, de l'homme d'affaires, c'était un homme surtout qu'on voyait, qui était pressé d'aller d'une ville à l'autre pour une réunion importante. On ne vit plus exactement dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde qui est en partie passé déjà. Deuxième point, c'est que pour être moderne, il faudra avoir un TGV. C'est pas vrai. Il y a des pays qui sont très modernes, très riches, les États-Unis, qui n'ont pas de vrai TGV actuellement, qui va à 300 km/h. La Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada sont des pays développés, riches, avancés, qui n'ont pas vraiment de TGV. Un TGV, ça dépend en bonne partie de la géographie, de la densité de la population, des multiples points urbains qu'il y a entre ces villes-là. Donc, ce n'est pas obligatoire pour être dans la modernité d'avoir un TGV. Ce qu'on nous force à penser que si on veut être moderne, c'est nécessaire. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Il y en a d'autres que nous qui s'en passent avec succès. Mon dernier point, j'espère que je suis dans les temps parce qu'il faut que je laisse la parole à mon collègue, c'est la question économique. On nous présente le TGV comme une dépense en infrastructure, puis pas comme une dépense mensuelle ou annuelle pour le gouvernement. En réalité, ça va coûter tellement cher qu'il va falloir dépenser
durant l'opération, même après la construction. Et donc, ça va être fortement subventionné. Puis si ce n'est pas subventionné pour les billets, pour avoir des billets raisonnables, à prix raisonnable, bien, il n'y aura pas de monde. Donc, on est un peu devant un dilemme qu'on ne peut pas résoudre. Deux derniers points, c'est qu'on nous présente aussi le TGV comme ayant des conséquences économiques importantes sans que ça soit vraiment prouvé. Et dans un article récent du Globe and Mail, en fait, c'est plus qu'un article, c'est un éditorial. L'éditorial se pose la question suivante, un éditorial qui doute du TGV, puis le Globe and Mail, c'est le journal le plus important au Canada anglais, qui doute du TGV sur une base économique, puis l'éditorial se demande en quoi est-ce que aller plus vite d'un point à un autre, ça bouleverse, puis ça transforme, ça transforme notre économie, puis ça va le bouleverser aussi pour vous, puis d'autres personnes qui se trouvent le long de la ligne. Donc, mais parce que ce projet concerne plus qu'une région et plus d'une production, j'invite à tour de rôle M. Simon Duval, le président de la Fédération de l'UPA Lanaudière, Stéphane Allary, président de la Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentide, M. Martin Marcouillet, président de la Fédération de l'UPA de la Mauricie, M. Gilles Grandbois, membre du conseil exécutif de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord, et M. Frédéric Tremblay-Carle, président des producteurs et productrices acéricoles de l'Ouest du Québec, à vous adresser quelques mots. À chaque jour, on se lève le matin pour travailler cette terre-là, pour nourrir d'abord nos familles, mais aussi les vôtres. Puis là, aujourd'hui, Alto veut nous exproprier pour un train à 100 milliards de dollars que même des experts universitaires n'arrivent pas à justifier. Bien, je vous le dis, les productrices puis les producteurs agricoles, là, ils ne se lèvent pas tous les matins pour voir cette terre-là disparaître sous des rails. On veut nourrir notre population, puis on veut nourrir des générations à venir. Ça, c'est un vrai legs de société. Aujourd'hui, je vous le dis, cette terre-là, on va se battre pour elle aujourd'hui, demain, puis aussi longtemps qu'il faudra. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, le message s'adresse, oui, aux producteurs, mais surtout aux citoyens. On vit beaucoup d'inquiétudes. Vous savez, Mirabel a vécu il y a 50 ans l'aéroport, c'est sûr, mais il y a des inquiétudes dans le sens, là, la cicatrice, ça va laisser. Puis moi, ça m'inquiète énormément au niveau de la couronne nord de Montréal. S'il faut qu'un train s'installe, j'ai peur qu'on fasse oublier la couronne nord avec la pression que ça va y mettre, et ça a été mentionné par les professeurs. Ensuite de ça, je pense qu'il faut se questionner aussi ses priorités. Moi, je pense que déjà en campagne, il y a des priorités qu'on a demandées. Toute la couverture cellulaire. Si on a besoin de ça, c'est pas encore parfait, vous le savez. Fait que je pense que les coûts, on devrait améliorer ça pour l'agriculture, en tout cas. Ensuite de ça, on aurait l'avenir de notre élève. C'est pas intéressant de se faire couper une terre. Fait que c'est inquiétant pour ça aussi. Et il n'y a aucun point positif dans ce projet-là pour l'agriculture. Bonjour à vous tous, Martin Marcouillet de la Mauricie. On parle, oui, beaucoup des impacts au niveau des producteurs agricoles, mais une des choses qu'on ne parle pas souvent, c'est l'impact des citoyens, des autres producteurs qui vivent aussi dans les rangs. En Mauricie, on a la chance de rencontrer les municipalités qui sont touchées par le tracé d'Alto. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les citoyens ne sont pas au courant des impacts que ça va avoir. Vous le savez, un train à grande vitesse, c'est 2 barrières de chaque côté. Il n'y a plus rien qui passe. Donc, quand on arrive dans nos rangs, en campagne, ben c'est des détours que ça implique de 5, 10, 15, 20 km parce que ton rang qui va être coupé par le train, ben tu ne pourras plus passer. Quand on parle de la sécurité civile, les services incendies, les ambulances, notre run de lait, nos producteurs de lait, tous les matins qu'il faut ramasser le lait, au niveau du transport scolaire aussi, il faut y penser, puis à nous-mêmes, tous les citoyens qui vont être impactés par ça, parce que les détours qu'on va avoir à faire, ben, c'est du temps qu'on a à passer dans nos autos, au lieu de les passer avec nos familles ou autres. Puis ça, ce qu'on se rend compte, c'est que les citoyens sont vraiment pas informés. Donc, pour prendre une bonne décision à quelque part dans un gros projet comme ça, il faut avoir la réponse à nos questions, puis c'est ce qu'on n'a pas présentement. Merci. On reconnaît l'importance d'améliorer le transport, mais pas aux dépens de nos terres et de nos forêts. Dans la capitale nationale, le TGV Alto pourrait à lui seul affecter 300 hectares. Ça équivaut 3 fois les plaines d'Abraham.
pour ceux qui sont déjà venus nous visiter. Fait que c'était un méchant massacre. Dans Port-Neuf, là, Jacques-Cartier, c'est une catastrophe si le TGV passe. Puis moi, en étant responsable d'accueil des nouveaux producteurs, nouvelles productrices, j'ai souvent les témoignages des jeunes couples, ils achètent une petite ferme, une production de proximité. S'il se fait massacrer sa terre en deux, il doit traverser, Martin l'a bien dit, les routes de nord-sud pour aller rejoindre son autre terre au bord, dû au détour de la fameuse clôture. Il dit, moi, là, ça ne m'intéresse plus là, de continuer en production. C'est logique là, d'aller chercher mes fèves là, de l'autre côté, là, faire 20 km. Puis ça, c'est alléchant de dire, de Québec, on va aller voir une game des Blue Jays à Toronto. Oui, on va sauver quelques heures, quelques demi-heures, quelques heures, mais il faut penser tous les inconvénients que ça cause de traverser nord-sud, ce fameux tronçon-là, à cause de la clôture. Ça, c'est un impact quotidien, hebdomadaire. Fait que ça, c'est important de considérer les citoyens. Il faut que ce soit de notre côté aussi pour ce projet-là n'ait pas lieu. Je suis ici devant vous ce matin pour exprimer l'opposition des acériculteurs et acéricultrices au projet Alto. Dans sa forme actuelle, ce projet menace des érablières exploitées et non exploitées. Si le projet va de l'avant, les impacts seront permanents et irréversibles. Pour des familles qui génèrent des retombées économiques, écologiques et culturelles importantes pour le Québec. Le projet compromettra aussi la rentabilité et le développement d'entreprises existantes et la relève acéricole. Le corridor du train à grande vitesse a pour effet de fragmenter et déstructurer notre territoire forestier. Il compromet le transport d'eau, d'équipements et de machinerie en différents secteurs de nos érablières. En plus de couper à blanc nos secteurs de nos érablières, il affecte nos opérations acéricoles comme la planification de réseaux de tubulures, l'accès aux stations de pompage et l'agrandissement de nos entreprises. Dans les 10 prochaines années, la croissance de notre secteur est fulgurante. La productivité de nos érablières est le fruit de décennies d'investissements financiers et d'aménagements forestiers durables et conséquents. Un effort collectif colossal de 8400 érablières, des milliers d'acériculteurs et acéricultrices qui font vivre nos régions. Des centaines d'érablières tout au long du tracé sont menacées. Nos érablières contribuent à la biodiversité. Nos forêts d'érable représentent une ressource stratégique, vitale, dont les Québécois et Québécoises sont fiers. Tant que celui-ci menace des érablières et la pérennité de notre entreprise acéricole, je réitère notre opposition au grand projet de Train Alto. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on a assisté à la conférence de presse de l'UPA à Saint-Joseph-de-Berthier. C'est beau de voir la mobilisation du monde agricole. Puis c'est bien aussi, je pense, en tout cas, si c'est pas la première fois, c'est une des premières fois qu'on a des gens de la Fédération canadienne de l'agriculture, des gens de l'Association d'agriculture de l'Ontario qui se déplacent au Québec pour venir dire aux gens qu'il faut qu'il y ait une coalition qui travaille pour avoir un moratoire sur ce dossier. C'est un dossier qui est mal monté, dont les coûts ne sont à peu près pas analysés, dont on ne connaît pas les impacts économiques réels parce que les études n'existent pas. Donc, nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de refaire ses devoirs, de mettre un moratoire là-dessus, de revoir l'ensemble des possibilités. Donc, le rapport est présenté aux membres du conseil municipal de la municipalité de Lanoraie. Donc, je vais faire un résumé pour certains paragraphes parce que c'est très long, mais on va quand même lire le plus important, celui de l'opinion. Donc, nous avons effectué l'audit des états financiers de la municipalité de Lanoraie qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2025 et les états des résultats de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que des notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Lanoraie au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ensuite, on a le paragraphe de fondement de l'opinion. Donc, celui-là, il mentionne qu'on s'est conformé aux normes d'audit généralement reconnues du Canada et également aux règles de déontologie qui s'appliquaient à l'audit. On estime également qu'on a les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Correct? Oui? OK. OK. Puis après ça, on a le paragraphe d'observation qui mentionne qu'il y a 3 pages, dans le fond, dans le rapport financier qui ne sont pas conformes aux normes pour le secteur public, mais qui sont à la demande du ministère, dans le fond. Donc, juste pour pas que ça crée d'ambiguïté. Ensuite, la responsabilité de la direction. Dans le fond, ça mentionne que c'est la direction qui est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle considère nécessaire, dans le fond, pour avoir des états financiers exempts d'anomalies significatives. Ensuite, le paragraphe des responsabilités de l'auditeur. Donc, dans le fond, nous, en tant qu'auditeurs, notre responsabilité, c'est d'avoir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, puis ça, conformément à nos normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes-là, dans le fond, ce qu'ils nous demandent, c'est d'identifier et évaluer les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives. Je parle-tu trop fort, c'est correct? OK. Après ça, qu'on acquiert une compréhension des éléments du contrôle interne. Ensuite, dans le fond, qu'on apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et qu'on évalue aussi si les estimations comptables qui sont raisonnables. Et deux derniers points, on va s'assurer du principe de continuité d'exploitation, c'est-à-dire que la municipalité n'est pas en risque de mettre fin à ses activités, tout ça, ce qui n'est pas probable du tout. Et finalement, on va évaluer la présentation d'ensemble des états financiers pour s'assurer qu'ils donnent une image fidèle. Donc, voici le résumé du rapport. Là, on commence avec les chiffres. Madame Clément, avant d'aller avec les chiffres, je veux juste dire aux gens qui nous suivent sur Facebook et les gens dans la salle, parce que Mme Clément va faire état du rapport, et s'il y a des questions, on va les prendre exceptionnellement, on prendrait les questions, mais uniquement sur le document que vous allez nous présenter, non pas sur d'autres aspects. Les autres aspects, on y arrivera plus tard. Mais donc, les gens sur Facebook, si vous avez des questions suite au rapport que Mme Clément va nous faire, bien, écrivez-les sur Facebook. Et puis, à la fin, vous pourrez les poser et vous serez là pour y répondre. Oui, c'est bon? En effet. À vous la parole. C'est bon. Fait que là, on va vraiment plus l'élément que vous attendez plus, là, les chiffres. Donc, on va commencer par faire l'état les résultats, dans le fond. Donc, là, on va établir, dans le fond, cette feuille-là établit l'excédent de fonctionnement. Donc, on va commencer par les revenus. Les revenus de fonctionnement cette année sont de 9 606 390. Ensuite, les revenus d'investissement, 59 635. Ces chiffres-là, plus loin, on va pouvoir les détailler là, avec beaucoup plus de détails. Là, fait que on voit grossièrement pour faire cette page-là, puis après ça, on va aller dans le détail. Et on est toujours en 2025, à préciser. Oui, excusez-moi. C'est au 31 décembre 2025, c'est l'état financier de l'année 2025 qu'on est de passé. Oui. Parfait. OK, parfait. Ensuite, au niveau des charges, on est à 9 732 174. Donc, on a un déficit lié aux activités de 66 149. Là, comme on cherche à établir l'excédent de fonctionnement, on va soustraire les revenus d'investissement, donc le 59 635 que j'ai mentionné précédemment. Donc, on a encore une fois un déficit de fonctionnement avant les éléments de conciliation de 125 784. Ensuite, comme on est en comptabilité municipale, c'est vraiment plus une comptabilité de caisse. Fait qu'on va enlever, puis soustraire, puis rajouter plusieurs éléments pour venir à bout de trouver notre montant qui est le montant magique de l'exercice, l'excédent. Donc, premier élément qu'on va ajouter, dans le fond, c'est l'amortissement, puisque c'est un élément qui est uniquement comptable, le 1 341 942. De là, on va soustraire à la place le remboursement de la dette à long terme, donc 96 484. Ensuite, il y a des affectations. Cette année, les activités d'investissement, c'est-à-dire les immobilisations qui ont été acquises en même le budget en cours. Donc, on en a pour 628 861.
On a aussi affecté des excédents accumulés pour 549 199. Ce montant-là, il est composé de 3 éléments. Il y a, dans le fond, l'affectation qui avait été prévue au budget initialement en 2025 de 653 100. Il y a aussi un montant de 30 000 qui a été pris dans le fonds des élections puisque c'était une année d'élection. Et finalement, vous avez remboursé le fonds de roulement comme prévu dans la cédule pour un montant de 133 901. Et finalement, on a nos autres éléments de conciliation. Dans le fond, ce chiffre-là, c'est le coût des terrains vendus au parc industriel pour cette année, donc 11 891. Donc, cette année, pour la municipalité de Lanoraie, l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales est de 1 051 903. Un d'entre vous, je voulais vous tenir au courant de notre ORH à Lanoraie. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les plans sont terminés. Elles sont présentement sur le bureau de la SHQ. Et dès que tout a été vérifié, ce sera envoyé pour l'appel d'offres. L'appel d'offres dure environ 1 mois. Ensuite de ça, ça va être ouvert. Ça va nous permettre de savoir qui est le constructeur et les délais qu'il prévoit pour la rénovation. Ensuite de ça, le deuxième point que je voulais vous parler, dans le fond, c'est qu'il y aura une réunion de la table de travail en sécurité routière. Elle se tiendra le 17 juin 2026. C'est en soirée à 19h. Et puis, les gens vont être nommés là, dans un prochain point. Je sais que je devance, là, mais je tenais juste à informer les gens que c'est le 17 juin en soirée. Et puis, les gens vont être... on va les nommer tout à l'heure. Mais c'est réservé aux membres qui vont être nommés tantôt. Oui, c'est ça. Soirée, que vous c'est ça. Parfait. C'est en plein ça. C'est beau. Ensuite de ça, là, vous allez en parler, c'est à propos du MTQ, les fermetures de route, tout ça. Fait que... T'avais-tu quelque chose à... Non, c'est beau. Oui, après ça, c'est... Oui, Mme Ouellette avait des points aussi. Elle a assisté à des rencontres, donc... Nous avons reçu le fauteuil de plage Sofao pour les enfants handicapés, l'Association des personnes handicapées d'Autrey, la FAS, en partenariat avec la municipalité et l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. Elle est à la piscine du Jas de Sèvres déjà. On l'a déjà eu. Fait qu'on va l'avoir pour toute la saison. Une ou deux? On en a une. OK. Oui. Nous avons une. Puis il y avait peut-être dimanche. Il y a eu un événement dimanche? Oui, dimanche, il y a eu porte ouverte, la Naudière. Ah, c'est ça. Plein air pour les enfants, pour la famille. Il y a eu des jeux gonflables, cardio-poussette, animation pour les petits, mini-soccer, initiation à la pétanque, atelier de jardinage. Il s'agirait de faire un suivi à propos de l'implantation d'une tour de télécommunication Rogers dans le secteur des États. Alors, juste pour vous rappeler que c'est un projet qui avait commencé en 2022 suite à des commentaires des clients de Rogers qui souhaitaient avoir une meilleure couverture de leur service sans fil. En 2022, Rogers avait obtenu l'appui de la municipalité, de la MRC et de la CPTAQ parce que l'emplacement de la tour se trouve en zone agricole à côté des étangs aérés. Et il n'y a pas eu de construction qui s'est faite pendant les 4 années suivantes. Il est important de rappeler que les télécommunications sont de juridiction du gouvernement fédéral et que les promoteurs dont Rogers, doivent suivre un processus établi afin d'obtenir l'autorisation de l'ISDE, qui est Innovation, Sciences et Développement économique Canada, donc c'est de juridiction fédérale. Récemment, au conseil municipal d'avril, il y a eu une pétition citoyenne s'opposant au projet de tour de télécommunication tel qu'il était présenté. Donc, suite à cette pétition-là, la municipalité a contacté Rogers et ISDE pour avoir des rencontres avec eux. Mais Rogers a commencé la construction de la tour avant qu'on ait eu la réunion avec eux. Les 2 réunions ont eu lieu la semaine passée. Le 1er juin, le conseil municipal, accompagné du directeur général et du directeur adjoint, on a rencontré M. Gilles Panton, le directeur régional de l'ISDE.
Et le 4 juin, bien, ça a été la rencontre avec Rogers, avec M. Eric Belchamber et Mme Rosa Solar, le 4 juin. M. Panton de ISDE connaît très bien le dossier et il nous a rappelé que le promoteur avait rempli toutes ses obligations. On lui a posé la question, est-ce que la municipalité peut faire arrêter les travaux? Puis la réponse a été assez claire, c'est que si une municipalité fait arrêter des travaux, eh bien, elle se retrouve en cour, autrement dit, devant les tribunaux. Il nous a fait référence à des causes comme Châteauguay contre Rogers, Otterburn Park contre TELUS, qui sont des causes fortes du droit constitutionnel canadien qui ont établi que les municipalités n'ont aucun pouvoir pour bloquer l'implantation d'antennes de télécommunications sur leur territoire. Bon, alors, si vous voulez avoir des détails là-dessus, j'en ai, mais pour que ça soit pas si long que ça. Ensuite, on a eu la rencontre avec Rogers, Redwood. Là-dessus, ben, il y a eu comme un manque flagrant de communication et M. le maire a exprimé le mécontentement de la municipalité qui n'avait même pas été informée du début des travaux. Alors, M. Belchamber s'est officiellement excusé au nom de la compagnie et on a demandé aussi qu'il y ait un meilleur suivi, une meilleure communication pour la suite des choses. Cependant, ben, Rogers n'a aucunement l'intention de changer l'emplacement de la tour. La tour qui sera implantée, parce qu'elle sera implantée, correspond à celle décrite dans le projet 2022. Quand on a voulu discuter d'un emplacement alternatif, ben là, il faut se rappeler que le premier choix était le clocher de l'église. Ça avait été refusé par la fabrique. Le deuxième, pas choix, mais le deuxième emplacement qui nous avait été proposé par Rogers, ben c'était la Pinède. Juste à côté du cimetière, pas loin de l'école, dans le bois du curé, pour les personnes qui connaissent cette expression-là. Donc, la municipalité avait proposé l'emplacement à côté des étangs aérés, ce qui constitue déjà une alternative et un bon compromis, considérant que les deux villes dont je vous ai parlé tantôt, Châteauguay contre Rogers, puis Otterburn Park contre TELUS, eux, ils se sont fait imposer en milieu résidentiel pour Otterburn Park et sur le boulevard Saint-Francis à Châteauguay, c'est en ville aussi. Est-ce que la Noret est quasiment chanceuse comme municipalité de ne pas s'être fait imposer dans le cœur du village? On peut quasiment le supposer. Donc, c'est à peu près ça que ça l'a donné comme rencontre. On nous a dit que les clients de Rogers et Fido verraient une amélioration dans leurs appels, dans leurs données, dans leurs services de Netflix, de Spotify, puis qui sont aussi complémentaires avec Vidéotron. C'est-à-dire qu'il y a des ententes de partage d'infrastructures et d'itinérance, puis qui s'étendent mutuellement leur couverture, la couverture pour leurs abonnés respectifs. Une implantation de la tour dans le parc industriel aurait été impossible. Il y en a déjà 2. Et pour que les services fonctionnent bien, bien, on nous a dit que les tours doivent être capables de se voir ou de communiquer entre elles. Donc, c'est encore une fois l'emplacement proche des étangs aérés qui est privilégié. Ce qui est aussi très important à mentionner, c'est que la sécurité des citoyens en cas d'événement météorologique extrême, bien, serait pas mal assurée. Il y aurait un meilleur service de la part de ces compagnies-là. Il y a beaucoup d'objets de la vie courante qui sont reliés au réseau cellulaire, le système d'alarme, les clés électroniques de voiture, les démarreurs à distance, les spas intelligents. C'est de plus en plus utilisé. Donc, ceci étant dit, considérant la mise en garde, que je pourrais dire, que ISDE nous a dit que
une municipalité qui fait bloquer un projet de construction de tours de télécommunications, ben, se retrouve devant les tribunaux. Châteauguay, ça leur a coûté 600 000 $, puis ils ont perdu. Alors, est-ce que la municipalité de Lanoraie fera arrêter les travaux puis utiliser des milliers puis des milliers de dollars en fonds publics pour se retrouver devant les tribunaux contre Rogers puis assurément perdre? Ben moi, personnellement, je suis très mal à l'aise avec cette façon de faire-là. Je ne verrais pas comment Lanoraie pourrait contester ou faire arrêter les travaux de cette construction-là. Voilà, Monsieur le maire. Point 7, lancement d'appel d'offres public, aménagement du site d'accueil de Berthierville, signature innovation. Donc, c'est pour lancer l'appel d'offres. Signature innovation pour les gens, c'est un projet qui est à travers la MRC, qui est un projet qui est subventionné par le gouvernement et c'est des algues qu'on fait dans des points stratégiques de la MRC où il va y avoir des codes QR et de l'Internet. Les gens peuvent se stationner là, même un petit VR pourrait se stationner là, passer une nuit. Et à partir de ces points-là, je donne un exemple, puis arrête à Lanoraie, ben, ils vont savoir toutes les activités qui se passent sur notre territoire, même à Mandeville, dans le nord. Fait que quelqu'un qui passe sur la route verte de M. Villeneuve. Côté ouest seulement. Côté ouest seulement. Donc, ben, peut savoir exactement ce qui se passe sur l'ensemble de notre territoire. Il risque de tomber dans les trous. Oui, tomber dans les trous. Alors, ça. Donc, proposé par M. Lahaye, puis par M. Gravel, à ma droite. Point 12, politique de soutien aux projets structurants, dépôt des projets pour recommandation. Donc, on a le projet Jardin pédagogique par le collectif La Nuit. Si je ne me trompe pas, c'est à Saint-Didas, hein? Oui. Donc, 5 000 $ qui partent de l'enveloppe de Saint-Didas. En réalité, c'est des jardins communautaires. Oui, c'est en collaboration avec l'école. Parfait. Projet équipement spécialisé par Saint-Norbert, 18 761 $ qui vient de l'enveloppe de Saint-Norbert. J'ai plus d'enveloppe. Non, là, mais après ça. Ouais, c'est pour un système de son, éclairage à l'espace culturel, genre. OK, parfait. Il y a eu d'autres subventions, mais ça vient compléter le matage, je pense. OK, parfait. Et projet de jardin communautaire pour le groupe d'entraide populaire de Lavaltrie à 69 830 et ça part de l'enveloppe de la ville de Lavaltrie. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche. Bonsoir, M. le Préfet. Bonsoir. C'est en lien avec le dossier de Dépôt-Rive-Nord, son projet d'agrandissement. Étonné. Étonné. Allez-y. Ouais, c'est dans le sens que, vous savez que la MRC de Joliette a modifié dernièrement son schéma d'aménagement. Ouais. Je crois que la MRC de Dautrey devrait donner son avis par rapport à ce projet. C'est un projet qui a des impacts majeurs dans Saint-Thomas ou dans Sainte-Geneviève, qui n'est pas encore déterminé à l'endroit exact, là. Mais il y a quand même potentiellement un risque que ça s'en vienne dans Sainte-Geneviève. À tout le moins, au niveau des déblais, si jamais ça se fait dans Saint-Thomas, les déblais, c'est évident que ça s'en vient dans Sainte-Geneviève parce qu'il n'y a pas de place de prévu dans Saint-Thomas pour mettre les déblais d'excavation. Ça prend une superficie à peu près l'équivalent du site, donc autour de 90 hectares. C'est quand même énorme. Ça a des impacts majeurs. Ça va avoir des impacts majeurs dans Sainte-Geneviève, que ce soit les déblais ou les déchets. Là. Mais moi, je crois que, compte tenu de ces impacts-là, compte tenu que la MRC Dautrey bénéficie du site d'enfouissement, comme toute la région ici, et c'est des agrandissements, toujours après agrandissement. Dans ce sens-là, je pense que la MRC Dautrey devait prendre une position en faveur de restreindre l'importation de déchets, parce que le problème, c'est l'importation des déchets. Je n'ai pas fait les calculs, là, mais dans Dautrey, c'est infime comme pourcentage de déchets par rapport à ce 40 là. Dans ce sens-là, je pense que la MRC de Dautrey devrait donner son avis sur ce projet-là pour que la MRC de Joliette, disons, restreigne
l'importation de déchets. Puis, le projet actuellement, le site actuel, là, qui avait servi seulement pour la région de Lanaudière, c'est quand même beaucoup, là, au volume actuel qui provient de Lanaudière, on aurait eu pour l'autre 100 ans. Mais il est quasiment plein, le site actuellement. On va répéter la même histoire. Dans ce sens-là, je pense que si le projet se réalise, dans 25 ans, on va mettre tous les déchets. Un autre kilomètre carré qu'on va scraper, moi, je considère ça un peu comme un cancer qui grossit. À un moment donné, il y a des limites, puis je pense qu'on est rendu à la limite. Alors, je demande à la MRC de réfléchir au moins à cet aspect-là, de donner un avis sur ce projet-là, qui, à mon avis, n'a pas sa raison d'être. C'est pas... La planification de territoire, ça ne devrait pas revenir à l'entreprise privée. C'est eux qui contrôlent tout ça depuis longtemps. Là, je pense qu'il serait temps que les élus de la région se prennent en main. Je vous remercie. Je vais répondre à votre question. Première des choses, il y a 15 élus ici autour de la table. Oui. Donc, évidemment, prochain comité de travail, on en parlera. OK. Il faut comprendre aussi, par contre, la surconsommation des gens, on a une problématique. Les poubelles, malheureusement, il faut les mettre en quelque part. Puis, ce qui est très triste, c'est que la gestion des poubelles, c'est pas juste une gestion d'un territoire. C'est à travers la province. La gestion des poubelles, vous savez, si on gère ça juste ici, ben ça va prendre, je comprends ici, là, mais ça va prendre combien de trous à travers le Québec pour gérer les poubelles du Québec? Fait que, mais regardez, moi, on va, dans le comité de travail, je vous garantis qu'on va étudier ça, puis on vous reviendra là-dessus. Et la prochaine séance, c'est le 9, je pense, 9 juillet. La séance le 9. Le 9, on a un comité de travail la semaine avant, fait qu'on va en parler, puis si on décide de se positionner, ça sera adopté le 9. Il faut comprendre, M. le préfet, que dit que peut-être plusieurs petits sites doivent s'ouvrir. Je ne suis pas convaincu de ça, parce que dans chaque région, à peu près, il y a des sites d'enfouissement, sauf qu'ils ne l'utilisent pas parce qu'ils chargent moins cher, ils soumissionnent moins cher, ils les rattrapent. De toute façon, la gestion des déchets, c'est dédié à chacune des MRC, chacune de la province. On n'a pas, la MRC de Joliette, la MRC d'Autrey, n'a pas à gérer les déchets des autres régions du Québec. C'est leur responsabilité. Le territoire est grand au Québec. Il y a de la place ailleurs. Là. On n'a pas à agrandir tout le temps ici, là, dans ce sens-là. Point 6, modification à la résolution répartition des cadets de la police de la Sûreté du Québec. Tout le monde, on a 6 cadets, si je ne me trompe pas, qui se divisent dans nos municipalités, qui font de la patrouille dans l'ensemble de nos municipalités. Donc, il y a une petite modification. Donc, Lanoret, qui en avait pour 30 parce que les municipalités prennent 2 cadets, puis il y a un pourcentage qui faisait une municipalité, puis un autre pourcentage d'une autre municipalité. Donc, Lanoret, au lieu de 30 passe à 40 et Saint-Gabriel-de-Barrenville était à 25 et passe à 37,5 C'est bon? Parfait. Donc, proposé par M. Fricot. Oui. Appuyé par M. Villeneuve. À ma droite. À ma gauche. Les faits saillants 2025. Chers citoyens, chères citoyennes, le rapport financier consolidé de l'exercice financier terminé au 31 décembre 2025 a été déposé en avril 2026, dûment attesté par notre directrice générale et greffière trésorière. C'est avec un profond sentiment d'accomplissement que je vous présente aujourd'hui les faits saillants qui mettent en lumière les réussites de la santé financière de notre municipalité. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, ce document est rendu public lors de notre séance ordinaire de juin et demeure disponible pour consultation par la suite. Nos états financiers, audités par la firme externe Michaud-Clément, selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public, confirment la rigueur de notre gestion. Au terme de l'exercice 2025, la municipalité de Visitation de l'Éducat a réalisé un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 69 911 $. Le résumé des activités financières 2025, les revenus de fonctionnement étaient de 1 109 198 $. Les charges de fonctionnement étaient de 1 418 193 $, de l'amortissement pour 419 011 $,
des activités d'investissement de 68 028 et des affectations de 27 923 pour un excédent de fonctionnement de l'exercice de 69 911 Les revenus d'investissement ont été de 247 492, puis l'acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire des dépenses, des projets, 245 561. Les activités de fonctionnement, 68 028, et l'excédent d'investissement de l'exercice, 67 950. La rémunération et l'allocation des élus, de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Voici le détail des rémunérations et des allocations de dépenses non imposables versées en 2025. Le maire a une rémunération de 12 752 et l'allocation de dépenses de 6 376. Les conseillers, 3 382 chacun et une allocation de dépenses de 1 691. À titre de maire, je reçois également de la MRC de Dautré les montants suivants pour l'année 2025. La rémunération annuelle de 8 054 et l'allocation de dépenses de 4 027, avec des frais de déplacement de 45 cents du kilomètre. Bâtir ensemble l'avenir avec rigueur et transparence. Les actions menées au cours de l'année 2025 reflètent notre volonté ferme de faire progresser notre municipalité, regardant vers l'avenir. Votre conseil s'engage à planifier les prochains défis avec vision et pragmatisme afin de maintenir des services de proximité performants et adaptés à vos besoins. Cette ambition repose sur une gestion financière exemplaire grâce à la vigilance de notre administration qui collabore étroitement avec les élus pour assurer une réduction de comptes transparente. Nous veillons à la pérennité de notre belle communauté. Votre confiance est le moteur de notre engagement. Merci de faire équipe avec nous. Déposé le 9 juin 2026 à la séance du Conseil, Alain Goyer. Oui, c'est vrai, c'est ça, il y a posé. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Daniel Duchesne propose. M. Alexandre Savoie-Lapointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. D'ailleurs, dans Autrey, on est la deuxième municipalité. L'indice de vitalité économique la plus élevée, la deuxième. C'est le Valtry avant nous, puis après, c'est la visitation de l'île du Pau. Donc, quand même, santé financière, santé économique. 5.3. Demande de contribution financière, garde côtière auxiliaire du Québec, unité 22. Bien, c'est la garde côtière auxiliaire canadienne, qui est un organisme sans but non lucratif, qui recoupe des personnes bénévoles qui font de patrouilles sur notre territoire, sur nos eaux, avec des bénévoles qui font de la sensibilisation, qui essayent d'éduquer puis les plaisanciers afin de respecter les guides de sécurité et les meilleurs guides de pratique possibles. Ils font des patrouilles nautiques durant les fins de semaine, de la fin mai jusqu'à la mi-octobre. Et on voudrait nous offrir une somme comme l'année passée, une aide financière de 250 $ qui serait versée à la garde côtière auxiliaire unité 22 pour ses activités 2026. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un secondaire, s'il vous plaît. M. Alexandre Savoie-Lapointe propose. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Vous allez les voir passer sur notre territoire cet été. 5.5, demande de contribution Fondation québécoise du cancer. Bien, c'est une communication reçue du 28 avril 2026 signée par M. Pierre-Luc Belrose, vice-président de la campagne 2026 de la Fondation québécoise du cancer. Eh bien, le Conseil désire contribuer à la hauteur de 100 $. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un secondaire pour ça. M. Daniel Duchesne propose. Damaris Courchaine, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7, demande de contribution de l'Association des bénévoles du Centre hospitalier Le Château, considérant une communication reçue au 11 mai 2026 de Mme Joanne Arpin, proche aidante de l'Association des bénévoles du Château, dans laquelle une demande de contribution est faite à la municipalité pour améliorer l'animation au centre hospitalier Le Château en faisant des activités diverses. Et c'est un montant de 200 $ qui a été suggéré par le Conseil.
Quelqu'un fait la proposition. Mme Jacinthe Brinville propose. Ici, Marie seconde. Marie Scourchon, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7, sécurité publique. 7, déclaration commune pour le chemin du Roi digne de ce nom et une route verte sécuritaire. Considérant que la route 138 sur le territoire de la municipalité de Lanoraie constitue l'assise de 2 réseaux nationaux d'envergure, le chemin du Roi, premier axe routier carrossable de la Nouvelle-France, et la route verte, le plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord, considérant que l'état de dégradation extrême et avancé de la chaussée sur ce tronçon névralgique compromet quotidiennement la sécurité des automobilistes, des piétons, des cyclotouristes et des familles de notre communauté, considérant que les démarches citoyennes et municipales se multiplient sans relâche depuis des années, notamment par le dépôt d'une pétition officielle à l'Assemblée nationale du Québec en 2024 et par la tenue d'une première marche mobilisatrice de plus de 200 personnes à l'automne dernier, considérant que l'inaction actuelle représente un frein majeur au développement économique, au rayonnement touristique de la région de la Nodière et à la promotion des saines habitudes de vie par le transport collectif, considérant que la sécurité de nos citoyens et citoyennes, ainsi que des cyclistes lors de leur déplacement sur cette artère, est un impératif qui transcende les allégeances politiques et qu'il n'est plus le temps d'analyser, mais d'agir. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que le Conseil de la municipalité de la Visitation appuie la déclaration commune telle que proposée par la municipalité de Lanoraie, que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de reconnaître de façon urgente la dangerosité du tronçon de la route 138 à Lanoraie et du caractère insoutenable du status quo, s'engager fermement dans l'exécution rapide des travaux de réfection majeure de la chaussée, sécuriser immédiatement les voies dédiées au transport actif afin de redonner aux usagers de la route verte et du chemin du Roi un itinéraire sécuritaire dont tous les Québécois peuvent être fiers, qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à la municipalité de Lanoraie. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour ça. M. Texan, Salva Lapointe propose. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10, loisirs et culture. 10.1, autorisation de passage, défi vélo, Fondation québécoise du cancer. Considérant que la Fondation québécoise du cancer adresse au Conseil municipal une demande d'autorisation de passage pour la tenue de l'événement défi vélo qui traverserait le territoire de la municipalité le 8 août prochain entre 13h et 14h30. Fait que soyez informés de ça. Le défi vélo va passer à l'île du Pas le 8 août entre 13h et 14h30. Considérant que le trajet proposé sur le territoire de la Visitation de l'île du Pas emprunte uniquement la route 158 qui est sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que le défi vélo de la Fondation québécoise du cancer a pour but de recueillir des fonds, considérant que l'organisme a soumis son plan de sécurité incluant son trajet, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus d'autoriser le passage du défi vélo de la Fondation québécoise du cancer sur le territoire de la municipalité le 8 août prochain, mais d'aviser le ministère des Transports et de la Mobilité durable que la route 138 est depuis plusieurs années en très mauvais état. Et il est souhaitable de demander au ministre de faire réparer le plus rapidement possible la portion située sur le territoire de la municipalité afin de sécuriser la circulation des cyclistes lors de l'événement pour la Fondation québécoise du cancer. Que la présente résolution est conditionnelle à ce que l'organisme obtienne l'autorisation du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Je demande un proposeur. M. Daniel Duchesne propose. Qui est seconde? M. Martial Bellé, seconde. Nous aussi, on adresse nos doléances au ministère. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.